Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me consacrer quelques minutes, quelques instants pour pouvoir suivre mon argumentaire sur des questions d'actualité et des questions qui portent notamment sur le débat en ce qui concerne le changement, la révision ou le maintien de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Je vous avais promis il y a quelque temps que je reviendrai pour pouvoir prendre part à ce débat qui devient de plus en plus intéressant. Tout le monde s'invite à ce débat. Et donc, il faudrait peut-être que chacun y apporte sa lumière pour pouvoir trouver une voie de sortie à ce qui s'apparente non pas à une crise, mais plutôt à un débat sans fin. Il faut qu'on arrive à trouver des éléments fondateurs qui permettent finalement qu'on trouve une issue sur cette question qui semble déchirer les Congolais alors que nous sommes menacés au niveau de l'Est par les envahisseurs, les occupants de quelques territoires ainsi que de quelques villes de la partie Est de la République démocratique du Congo. Donc je reviens sur cette question juste parce que je trouve que je me sens en tant que citoyen, en tant que Congolais, dans l'obligation d'apporter aussi ma contribution à cette question, à ce débat national qui devient finalement très intéressant, comme nous l'avons dit. Mais avant, parce que pour moi, je voudrais prendre une autre méthode un peu différente, c'est-à-dire que je prendrai article par article de la Constitution, sans être constitutionnaliste, mais rien qu'en s'appuyant sur le bon sens en tant que citoyen, parce que finalement, il ne faudrait pas qu'un groupe de personnes seulement s'approprie cette question. À partir du moment qu'on a le bon sens, et civisme oblige, parce qu'on est citoyens tous de ce pays, il est possible effectivement d'intervenir à tout type de débat, et surtout quand on a fait des études, et des bonnes études, et ça, je peux le confirmer. Et donc, je pense que je reviens à ce stade, je pense que je vais parler comme tout le monde, d'abord, et puis je vais essayer de rester dans les aspects techniques de cette question. Mais bien avant cela, je voudrais d'abord poser le cadre, parce qu'à un autre moment, j'ai l'impression que tout se dit, mais de la mauvaise manière. La première des questions, je suivais, comme par hasard, d'ailleurs au courant de cette semaine, sur une émission sur un plateau de télévision d'une chaîne locale qui émet en clair. Je suivais un débat sur la Constitution, sur l'opportunité ou pas de ce changement. Bien sûr, chacun utilisant le terme qu'il semblait le mieux maîtriser. Il y en a qui parlaient du changement de la Constitution, en nuançant avec la modification de la Constitution, la révision de la Constitution. Mais moi, laissez-moi vous dire tout simplement qu'on modifie une Constitution en retouchant certains articles, en révisitant certains articles, en changeant la Constitution, tout s'appelle pour moi changement. Parce que le texte ne sera plus le même. Avec des explications que l'on offre, dans une certaine mesure, on peut parler de modifications, dans une autre mesure, on peut parler de changement. Mais tout cela, en tout cas, amène à une conclusion, c'est que cette Constitution-là n'est plus la même. Elle a changé. Une constitution modifiée n'est pas changée, ou une constitution révisée ou révisitée est restée pareille, c'est la même. Donc elle change quoi qu'il arrive. Donc je pense que le débat sur le langage ne m'intéresse pas beaucoup, et je pense que ce qui est plus important, c'est plutôt le contenu. Ce contenu qui apporte du sang neuf pour le progrès de cette République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec le président de la République, je partage cette opinion, déjà énoncée en son temps par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette opinion voulait qu'une fois que ce parti est arrivé au pouvoir, la constitution actuelle devait être changée. Bien sûr, les gens se posent la question, mais comment ils vont changer cette modification, cette constitution, alors que c'est la même constitution par laquelle ils sont arrivés au pouvoir? Mais bien entendu, la constitution actuelle comporte certains éléments qui sont bons, qui ne sont pas mauvais. C'est ces éléments qui ont garanti, par exemple, l'organisation des élections, certaines libertés fondamentales à certains niveaux, évidemment, pouvaient, dans la mesure du possible, à son temps, effectivement, permettre que l'exercice démocratique soit fait et que, évidemment, qu'on en arrive aux élections qui ont été organisées par 2 fois. Et donc, cela a permis à l'UDPS, effectivement, d'arriver au pouvoir. Mais cela ne signifie pas que cette constitution ne comportait pas de faiblesses, lesquelles faiblesses ne pouvaient pas nous amener très loin. Aujourd'hui, il y a 1 million de questions que l'on se pose sur le pourquoi
notre pays semble stagner, semble rester au même niveau alors que beaucoup de pays en Afrique, au monde, continuent de progresser et surtout que nous n'avons pas l'excuse, d'autant plus que nous avons le potentiel qu'il faut pour ne pas être ce pays qui manque de tout. Donc nous sommes un pays appelé à vivre mieux, à progresser et à changer autant sur le plan de la politique même, autant que sur le plan de développement à tout égard, et même que sa population elle-même ressente une vie meilleure. On est sans ignorer que notre pays est tout le temps menacé, et les menaces peuvent aussi constituer une matière qui permettrait de s'arrêter un seul instant et réfléchir pourquoi il faudra-t-il continuer dans cette direction-là dès lors que ces menaces de sécurité continuent de rester. Donc il y a bien des raisons, en tout cas beaucoup de raisons qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Alors pour être plus concret, d'abord je voudrais, puisque je disais que je suivais sur une chaîne mettant en clair les gens en train de débattre sur la fameuse question de la Constitution, il y avait des termes qui m'ont paru quand même bizarres. Alors, et ça, cette journaliste-là, elle était quand même incroyable, parce que moi je me dis que si cette journaliste veut, elle peut, et ce n'est pas interdit, elle peut se faire inviter pour pouvoir donner son opinion et non pas profiter derrière le micro en se présentant comme présentatrice, comme modératrice et insérer ses opinions personnelles, alors qu'on la connaît, on a l'impression qu'elle a quand même un point de vue, une position. Donc autant quitter la casquette de journaliste pour justement se positionner comme quelqu'un qui a une opinion. Et je crois que notre pays permet à tout le monde d'émettre son point de vue, hein, et la démocratie aidant, au lieu de se cacher derrière. Alors cette journaliste semblait donner l'impression à ses invités qu'ils étaient dans le faux, notamment ceux qui étaient pour le changement de la Constitution, la modification ou la révision. Pour cette journaliste, elle posait d'abord des questions qui sont mauvaises. Vous dites à quelqu'un, mais pourquoi à cette époque-là, lorsque citant Hippolyte Kanambé comme ancien président de la République, on le cite et on veut le comparer, pensant qu'à son temps, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord qu'il modifie la Constitution. Mais lui n'en avait pas le droit. Déjà, c'est un usurpateur. Il a usurpé, il a dirigé pendant 18 ans à une époque. Et pendant cette époque-là, il a réussi à tromper et amener dans son sac tout un peuple. Et les politiciens qui ont été ses complices et qui nous ont fait perdre tout le temps. Et même alors, parce qu'ils étaient dans une mission pour pouvoir freiner la République démocratique du Congo dans son élan de démocratie, de développement. C'était ça la mission de cet homme-là. Mais voilà pourquoi, pour continuer dans cet état, dans cette léthargie de sous-développement, de maintenir le Congo sans voix, sans existence, et continuer de le piller comme ils l'ont fait, il n'a pas voulu quitter le pouvoir de suite, mais c'est par la force de la pression. Voilà pourquoi ils ont tenté de faire cette modification pour la première fois, et ils ont tenté de la refaire, parce qu'ils voulaient se maintenir au pouvoir de manière à continuer d'accomplir leur mission. Donc ce contexte n'est pas le même. Actuellement, nous avons le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est là, par la volonté du peuple, réellement élu, de façon démocratique, et qui, depuis qu'il est au pouvoir, a redonné de l'espoir, a redonné le sens à la République démocratique du Congo et au peuple. Aujourd'hui, tout le monde ne jure que par la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers d'être des Congolais. Nous pouvons parler du Congo. Il suffit de regarder, sans mauvaise foi, autant de prouesses dans ce contexte difficile de guerre. Beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup trop de choses. Déjà, le pays lui-même est redevenu fréquentable. Le pays lui-même est visible à travers le monde. On en parle. Des questions du Congo ne se discutent plus sans que le Congo lui-même, sans que la voix du Congo soit audible. Ce sont des avancées majeures, malheureusement, qui nous ont été privées depuis beaucoup plus de temps, plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer, madame la journaliste, on ne peut pas comparer
l'époque d'aujourd'hui et cette époque-là. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est libre et les Congolais sont en droit, n'en déplaise à tous ceux qui, corrompus, sans vision, mauvaise foi, des ambitions démesurées, ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des polémiques, mais ce qui est vrai, le bon sens montre que on a besoin effectivement de poser des actions qui mènent vers le progrès. Et la première, la plus grande des actions, c'est justement cette modification, ce changement, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le travail qui doit être fait au niveau du contenu de la Constitution de manière à nous permettre d'aller de l'avant. Donc on ne peut pas permettre, on ne peut pas dire non, on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Alors, une autre question sur ce débat. Ben, on dit que ce sont les militants de tel parti, les militants de l'UDPS. Les militants de l'UDPS, ce sont des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde. C'est des personnes qui aspirent. Ce n'est pas parce qu'ils font partie ou ils mènent leur combat au sein d'un parti politique qu'ils sont un peuple à part et dont on ne doit pas tenir compte. On a comme l'impression qu'il y a une confiscation du pouvoir ou que on ne peut pas, et que leurs actions ou sinon leurs points de vue sont démesurés, sont irréfléchis. Non, c'est des personnes à part entière, c'est des parents en dehors du fait de militer dans des partis politiques parce que justement, quand ils sont à l'UDPS, ils sont membres de ce parti-là, mais ils ont aussi des activités autres que le fait d'être membres de ce parti-là, de l'UDPS. Ils sont travailleurs, ils sont dans des entreprises, ils sont dans des institutions de l'État, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils sont dans des travaux de développement, ils sont acteurs de la société civile. Pardon, ils sont acteurs dans les actions de développement, ils sont dans des sociétés privées qu'ils ont créées, selon qu'ils sont entrepreneurs ou quoi. On ne peut pas leur demander de ne pas militer au sein d'un parti politique. Du reste, que la loi ne l'interdit pas. Et donc, en tant que tel, ils rencontrent des difficultés, ils rencontrent des problèmes, ils trouvent qu'il y a des choses pour lesquelles il faudrait trouver des solutions qui leur permettraient de faire leur travail normalement, selon qu'ils sont employés dans une entreprise privée ou étatique, ou que selon ils sont employés par l'État parce qu'ils travaillent dans une fonction publique, peut-être parce qu'ils estiment qu'ils ont leur rémunération qui ne marche pas, qui ne cadre pas, et qu'il faut peut-être repenser l'État autrement. Ils ont le droit de le faire. Avec eux, tous les autres membres des différents partis politiques. Parce qu'on a comme l'impression que les gens des partis politiques ne peuvent pas travailler. Non, ils peuvent être de l'UNC, ils peuvent être de je ne sais quel autre parti politique, CID ou je sais pas, MLC, mais c'est avant tout des citoyens. Ils sont membres, ils sont citoyens, ils sont membres d'une communauté, d'une société, de la cité qu'est la République démocratique du Congo, avant de devenir membres des partis politiques et autres. Et donc, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, on ne peut pas leur empêcher de réfléchir, de penser qu'il faut améliorer leur quotidien à travers leurs activités qu'ils le font. On ne peut pas le leur empêcher. Donc, c'est faux de penser, de chaque fois, lorsqu'on prend la parole, on indexe les membres de l'UDPS, les membres de je ne sais quel autre parti politique, selon que ce parti fait partie de la majorité actuellement au pouvoir. Non, ce sont des hommes et des femmes actuellement membres des partis politiques, mais ils ont des activités qu'ils font et qui peuvent leur donner le droit, évidemment, de revendiquer, de placer leurs mots et de contribuer au débat national pour pouvoir réclamer des choses dans le sens du progrès. Deuxième chose, j'entends aussi avec la fameuse journaliste sur son plateau dire ben voilà, l'église, les églises sont maintenant divisées. Mais quand vous parlez des églises, l'église c'est quoi? Par essence, l'église c'est la mission de l'église, c'est justement la gestion des âmes. Les gens vont à l'église pour régler leurs questions de foi. Selon que vous avez foi en Jésus-Christ ou en Mahomet ou à je ne sais qui que vous aimez. Mais en tout cas, c'est cela le rôle principal de l'Église. Le rôle principal de l'Église n'est pas celui d'interdire aux gens d'être membres des partis politiques. C'est comme si c'était aussi un peuple isolé quelque part, membre de l'Église. Non.
avant d'être membres de l'Église, ils sont citoyens, j'insiste, ils sont citoyens dans une cité et où ils font face à des défis de la vie, à des défis de la cité dans laquelle ils vivent. Et donc, ils ont besoin, eux aussi, de voir ce pays aller de l'avant. Le fameux mabonza que l'on donne, les fameuses offrandes, mais ça vient, c'est le fruit du travail. Mais s'ils n'ont pas un travail décent, s'il n'y a pas de réformes qui sont faites au niveau de leur engagement, de leur entreprise, de leurs institutions, ou s'ils sont des privés, s'il n'y a pas de réformes qui leur donnent faveur, qui leur donnent la possibilité de venir mettre leurs offrandes, comment ils vont le faire? Mais ces églises vont vivre comment? Alors ils ont besoin aussi de cela. Il ne faut pas qu'on trompe les gens, qu'on donne l'impression que les membres de l'église sont un peuple à part, ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas de mots à placer là-bas, les églises sont divisées, mais c'est faux. En plus, les membres d'église, c'est qui parle? Ce sont des pasteurs, ce sont les dirigeants de ces églises-là, mais les dirigeants de ces églises ne sont pas propriétaires des membres, des fidèles. Des fidèles ont leur point de vue différent. Je voudrais demander à cette journaliste, est-ce qu'elle peut faire un sondage, le travail vrai de journaliste, faire un sondage à l'issue d'un culte, poser la question si un prédicateur, après avoir fini son homélie ou que au cours de son homélie fait allusion au non-changement, appelle à boycotter le changement de la Constitution ou quoi d'autre, si ces membres de l'Église suivent réellement ce que le monsieur, le pasteur ou je ne sais pas moi, le dirigeant a dit. Personne. Chacun a son opinion. Il est venu à l'Assemblée, il est venu à l'Église pour régler son problème de foi. Ce n'est pas pour régler une question de non-changement de constitution, pour que l'on pense que le fait que le type a parlé au micro au sein de l'Assemblée, cela signifie que les gens qui sont assis en train de le suivre en silence ont adhéré, sont d'accord, que évidemment nous allons mettre fin, nous allons refuser que la Constitution ne soit pas changée ou quoi. Non, c'est faux de croire, c'est faux de penser à ça. C'est très faux. Je pense que il ne faut pas qu'on puisse prendre des gens comme des imbéciles, comme s'ils ne réfléchissaient pas. Ils sont membres de l'Église, mais ils ont leur opinion. Donc c'est faux de faire croire aux gens que l'Église, faisant allusion aux fidèles qui sont d'accord avec ce que le pasteur, qu'on appelle toujours abusivement leur leader, est en train de parler. Non, il prêche sa parole. Mais là, chaque fois qu'il parle d'une question politique, tout ça, vous devez vous rassurer que les gens ne sont pas là. Ils ne vous ont pas suivi. Et chaque fois que vous reviendrez dans la Bible, là, ils prêtent attention parce qu'ils vont entendre ce pourquoi ils ont fait le déplacement pour être à l'église. Mais lorsque vous perdez votre temps en parlant du débat sur la Constitution, du changement qu'il faut et tout ça là, vous perdez votre temps, ils ne sont pas là, ils ne vous suivent pas. Donc, du coup, je pense que il faudrait que cette dame arrête de faire croire aux gens que les églises sont divisées et que l'église a un mot à dire différemment des aspirations profondes du peuple. Non, la Constitution, c'est l'ensemble des aspirations du peuple, d'une cité, d'une nation, d'un pays. Tout simplement. C'est ce que le peuple voudrait voir dans leur propre pays qu'on couche sous forme d'un texte qu'on appelle la Constitution. Et cette Constitution, comme loi fondamentale, elle est à la base des autres lois organiques que l'on a pour organiser tel ou tel secteur. Et tout ça, ce sont les aspirations du peuple. Et le peuple là, qu'il soit celui qui va à l'église, qui est dans un parti politique, qui n'y va pas, qui est animiste, qui ne croit pas, qui est dans une profession libérale, l'ensemble de ce peuple a une opinion et a envoyé des messages clairs sous forme de textes qu'on a codifiés pour pouvoir vivre selon ces aspirations-là. Donc il n'y a pas un peuple qui déciderait autrement selon qu'il est à l'église ou un autre selon qu'il est dans un parti politique. C'est faux. Il faut arrêter avec ce genre de propos. Ce genre de propos, ça ne marche pas. C'est faux. Donc, tout le monde, dans une cité, a droit au chapitre. Le plus important ici, c'est que maintenant, c'est la démocratie. Il y a effectivement des gens, comme ceux que j'ai entendus aujourd'hui aller au collège Bopoto pour pouvoir
peaufiner des stratégies de manière à dire non. Malheureusement, s'ils y vont par la violence, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'eux-mêmes, on a bien compris que pour eux, et c'est d'ailleurs là la bêtise, de penser que quand on veut parler du changement de la Constitution, ça signifie qu'il y a quelqu'un, il y a un président qui veut se maintenir au pouvoir. Mais quoi qu'il arrive, tôt ou tard, le président passera. Et quand il passera, mais le texte, eux, devraient rester là. Le texte devrait rester là. Le texte devrait rester là. Donc les textes ne sont pas liés à un président. Ce qu'il faut, c'est qu'un président se doit, à partir de ses promesses faites au niveau de la campagne, à partir de ce qu'on appelle communément le projet de société, un président tente de gérer le pays, d'offrir les promesses faites pendant cette campagne, pour lesquelles d'ailleurs, sur la base de ces projets de société, il a été élu, et voilà, et donc il répond, mais ça ne veut pas dire que si cela envoie à s'arrêter, parce que de toutes les façons, à y regarder de plus près, la République démocratique du Congo a besoin de plus a besoin que les gens s'arrêtent un seul instant pour pouvoir réfléchir sur son avenir. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre des loupes pour pouvoir constater le mal dans lequel nous sommes en train de vivre. Il y a des questions qui se posent très clairement et qui constituent le socle de ceux qui croient, et je partage cet avis, pourquoi il faut changer la Constitution. Aujourd'hui, quand on passe dans des cités, tout le monde dit ça ne marche pas. Et on pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? On te cite. Voilà, l'insécurité bat son plein. On a l'insécurité au niveau intérieur de notre pays. On a l'insécurité au niveau de l'Est de notre pays. Et ceci ne peut pas permettre que les gens vivent aisément dans leur pays. Et c'est pas pour ça que nous devons avoir des dirigeants. Si nous devons avoir des dirigeants, il faut que ces dirigeants nous offrent la paix, la quiétude, tant au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. C'est une question qui se pose. D'autres vont vous dire, mais voilà, et ça fait autant de mois que je ne suis pas payé, je travaille, et ça ne marche pas, on me dit que l'argent va à l'effort de guerre et tout ça. D'autres encore vous diront, mais ça ne marche pas parce que moi j'achète ma voiture tout le temps en panne parce qu'il y a beaucoup de trous dans nos routes. Pourquoi ça? Pourquoi nous n'avons pas de main-d'œuvre qualifiée? Pourquoi nous n'avons pas assez de nourriture? Pourquoi il n'y a pas? Et pourtant on dit que nous avons plus de 80 millions de terres arables. Mais pourquoi il n'y en a pas? Mais nous avons nos minéraux. Mais on dit que nos minéraux font l'objet de guerre et tout ça là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Qu'est-ce que nous allons faire de ces minéraux? C'est autant de questions que des gens se posent, et les questions qui sont fondamentales. Mais ces questions, comment on y trouve des solutions si, en regardant les différents textes que nous avons aujourd'hui, si ces textes-là ne nous permettent pas d'avancer? Si ces textes-là ne nous permettent d'avancer, pourquoi on ne les revisiterait pas pour pouvoir trouver du sang neuf qui nous permettrait justement d'aller de l'avant? Pourquoi à chaque fois quand on pense changer, modifier, réviser le terme qui vous convient le mieux, utilisez-le. La Constitution, tout de suite, on pense au mandat d'un président de la République. Mais quel est le président qui fera l'unanimité pour qu'à son tour, lui? Et j'entends même des gens un peu avec un raisonnement gauche qui vous disent non, on ne change pas de constitution en fin de mandat. Est-ce qu'il y a-t-il un délai pour changer une constitution? Y a-t-il un délai? La constitution elle-même qui prévoit les mécanismes de changement de son propre changement, des modifications qu'on peut apporter, a-t-elle évoqué un seul instant un délai, dit qu'il faut changer en début du mandat et non pas en fin de mandat? Il n'est pas dit que quand on modifie la Constitution en fin de mandat, cela signifie qu'on doit rester. Ce n'est pas ça. À travers le monde, il y a eu beaucoup d'exceptions. Le tout est fonction de ce que l'on recherche pour son pays, de ce que l'on recherche pour progresser. Allez lire l'histoire des États-Unis. Il y a déjà eu un chef d'État, un président de la République qui a fait plus de 3 mandats, qui a fait plus de 2 mandats. Il existe ce président. Mais parce que justement à ce moment-là, les Américains avaient estimé qu'il y avait lieu de laisser d'abord tranquille le président en place pourvu qu'il puisse d'abord achever cette mission parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre. Donc,
quand un président demeure le plus longtemps au pouvoir, mais à partir du moment que le peuple pense qu'il y a des choses, il a des aspirations, il y a des choses que ce président doit apporter, la mission qu'il doit accomplir doit aller jusqu'au bout, eh bien, le peuple ne sera pas pressé pour pouvoir le changer. Parce qu'après tout, c'est lui qui décide. Après tout, c'est lui qui décide. Je voudrais donc terminer aussi par cette mise au point. J'ai entendu quelqu'un dire, toujours sur ce plateau, le fameux plateau de télévision, ah mais non, on nous évoque, on nous parle du référendum, mais c'est parce que les gens ne savent pas comprendre que le référendum a déjà eu lieu, le peuple s'était déjà prononcé. Mais le peuple s'était prononcé quand? Oui, le peuple s'était prononcé pour que, lors du référendum qui avait été organisé à la faveur de la Constitution qui avait été cette fois-là élaborée au sortir des années 2003. Oui, il y a eu un référendum et le peuple s'était prononcé. Bien sûr qu'il y avait une large partie de la population, une majeure partie de la population qui ne s'était pas prononcée pour, mais cela n'avait pas empêché que cette constitution soit modifiée et soit plutôt votée. Ça a été fait. Mais lorsqu'on est arrivé en 2011, on n'a pas soumis cette constitution-là, ce changement ou cette modification au référendum. Mais ça a été fait. Mais aujourd'hui, on dit que le peuple s'était déjà prononcé. Mais qui peut empêcher un peuple par rapport à ses aspirations pour pouvoir modifier ce qu'il a à modifier? C'est son texte à lui. C'est lui qui estime que ce que l'on dit me va ou ne me va pas. Il peut changer, il peut modifier à tout moment. Non, il y a des fruits qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses qu'on ne veut. Mais les textes, les phrases ont été écrites par des hommes, par des personnes. L'article 222 est verrouillé et tout ça. Verrouillé par qui? Mais verrouillé par des hommes. Et le problème du changement de la Constitution aujourd'hui, c'est que ce texte a prouvé ses limites, qu'on a besoin de progresser. On ne veut pas rester prisonnier longtemps de ce texte parce que justement, il faut faire plaisir à des individus qui ont des ambitions de devenir eux aussi président de la République. Non, messieurs, vous avez vos ambitions, il n'y a pas de problème. La Constitution qui va être modifiée, qui va être changée ou qui va être revisitée ne va pas vous empêcher de devenir président de la République si vous le voulez. Vous le deviendrez toujours. Mais on ne peut pas répondre à ces genres de caprices. On a besoin plutôt d'aller vers le progrès. On n'a pas besoin d'aller dans votre égoïsme. Donc je pose ce cadre et je pense lors de mon prochain numéro, je vais aussi vous apporter la Constitution. Nous allons lire article par article et nous allons revisiter ensemble et pour voir effectivement dénicher les éléments qui effectivement donnent raison à ceux qui pensent qu'il faut changer cette fameuse constitution. Et je pense qu'il y a aussi l'autre texte qui viendra en appui, ce sera le texte récemment signé, le texte qui a été signé récemment à Washington, le fameux accord de 4 décembre à Washington. Et dans ce texte-là, vous allez voir aussi d'autres éléments qui sont évoqués, qui commandent effectivement le besoin et la nécessité de changer la constitution. Je pense que ceci pourra aider ceux qui sont épris d'esprit de progrès et qui veulent le changement de ce pays. Et donc, avec eux, on va réfléchir, on va trouver des bons éléments et lesquels éléments pourront nous permettre finalement de bien atterrir et de comprendre pourquoi nous devons aller de l'avant en modifiant cette constitution. À très bientôt.